Salut tout le monde et bonne rentrée, même si pour bon nombre d'entre vous la rentrée a déjà eu lieu depuis un certain temps. Mais bon, mieux vaut tard que jamais et moi je suis hyper contente de vous retrouver, de me remettre à refaire des vidéos et j'ai plein de sujets en tête, c'est un feu d'artifice. Et aujourd'hui on va s'attaquer à du lourd, on va s'attaquer au mythe des Amazones et on va essayer de suivre les traces des femmes qui ont inspiré cette légende. C'est parti! La première référence qui est faite aux Amazones, c'est dans l'Iliade d'Homère, vers le 8e siècle avant notre ère. Entre parenthèses, à chaque fois que je dirai une date, ce sera avant Jésus-Christ. Je ne le dirai pas à chaque fois, mais bon, vous l'aurez compris. Fin de la parenthèse. Donc leurs qualités guerrières sont louées par l'auteur et sont même comparées à celles des héros. Il faut dire que les Amazones et la mythologie, c'est une grande histoire d'amour, puisqu'elles sont présentes dans plein de mythes. Il faut dire que chaque héros rencontre à un moment ou à un autre une Amazone. Cependant, leur traitement est assez ambigu. Les Amazones sont l'objet de fantasmes. Les Amazones sont louées en tant que guerrières. Cependant, les Amazones, irrémédiablement, se font battre par les héros grecs. Tôt ou tard, les Amazones doivent se conformer aux attentes de la société grecque. C'est-à-dire, soit elles meurent au combat, qui est la mort idéale chez les Grecs, soit elles se marient et deviennent des mères de famille. Et les Amazones, dans presque tous les mythes, vont devoir choisir un de ces deux destins. Par exemple, Hercule prend comme amante la reine des Amazones, Penthésile, puis la tue, ainsi que les guerrières qui l'accompagnaient. Hercule va tuer la reine Hippolyte. Quant à Thésée, il va capturer, soumettre et ensuite se marier avec l'Amazone Antiope. Et c'est presque tout le temps comme ça. Mais d'où vient ce mythe si populaire? Eh bien, selon les textes antiques et l'archéologie moderne, il semblerait que les femmes qui se cachent derrière le mythe des Amazones soient les femmes scythes. Alors les scythes, ce sont des peuples qui vivaient dans ce qu'on appelle la steppe pontique. Donc c'est un vaste territoire autour de la mer Noire qui va jusqu'à l'Ukraine et jusqu'au Kazakhstan. C'est assez flou. Ces peuples avaient en commun un mode de vie nomade ou semi-nomade. Et c'est justement, vous allez voir, ce nomadisme, semi-nomadisme, qui a fait des femmes scythes les badass qu'elles étaient. Alors l'historien Diodore de Sicile associe clairement les Amazones aux femmes scythes. D'ailleurs, on voit que sur beaucoup de vases et d'amphores, les Amazones peintes étaient dotées de vêtements scythiques. Et on voit même certaines Amazones qui portaient des pantalons. Mais Diodore n'est pas du tout le premier à faire ce constat. En effet, depuis le 7e siècle, les Scythes et les Grecs entretiennent des relations commerciales, mais aussi de voisinage, puisque les Grecs vont commencer à s'installer sur les bords de la mer Noire, et de nombreux voyageurs vont relater avoir vu des femmes scythes qui se battaient, qui montaient à cheval et qui jouissaient d'une liberté similaire à celle des hommes, chose impensable en Grèce où les femmes étaient enfermées dans le gynécée familial. Les découvertes archéologiques modernes confirment ces textes antiques, surtout depuis qu'on est capable de genrer les ossements retrouvés. En effet, pendant très longtemps, quand on trouvait un squelette entouré d'armes, on partait du principe que c'était un guerrier et donc que c'était un homme. Alors autant dire que depuis qu'on peut déterminer le sexe des ossements, beaucoup de croyances ont été battues en brèche. Et c'est particulièrement vrai dans l'ancien territoire scythique, puisque, tenez-vous bien, un tiers des corps de femmes retrouvés étaient entourés soit d'armes, soit d'éléments d'armure, soit de mâchoires de chevaux, ce qui laisse indiquer que c'était des guerrières. Et on en retrouve régulièrement. Ainsi, entre le Danube et le Don, pas moins de 112 tombes de femmes guerrières datant entre le 5e et 4e siècle ont été retrouvées. Donc des femmes âgées entre 15 et 30 ans. Alors certains historiens ont été prudents. Ils ont dit que peut-être si ces femmes avaient tenté avec des armes, c'était pour respecter une sorte de rituel ou à titre honorifique. Mais ça colle pas à la réalité parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces ossements avaient des traces de blessures faites à la guerre, qu'on retrouve chez les sépultures des guerriers hommes. Et certaines de ces blessures, en fait, étaient pas mortelles, elles ont même cicatrisé. Et donc ça montre que ces femmes ont été en contact d'événements violents, mais pas forcément en tant que victimes, parce qu'on constate en fait que la majorité de ces coups ont été portés de face et non dans le dos, comme on pourrait par exemple s'imaginer en situation de fuite. Il faut dire que le mode de vie nomade ou semi-nomade de ces populations favorisait l'égalité entre les sexes. Ils vivaient de la chasse, du pillage, dans un environnement naturel
difficile, chaque membre du clan devait être capable de faire preuve d'autonomie et de se défendre en cas de razzia d'un clan adverse ou si par accident elle se retrouvait isolée de sa famille. L'usage également intensif du cheval et de l'arc, qui était l'arme de prédilection des Scythes, a aussi favorisé l'égalité, puisque le cheval permettait de gommer les différences d'endurance ou de force entre hommes et femmes. Une archère montée sur un cheval était tout aussi rapide et aussi efficace qu'un homme. Malheureusement, les Scythes n'ont pas laissé de traces écrites. Aussi, pour connaître leur vie quotidienne, on est dépendant des témoignages gréco-latins, mais aussi chinois et perses, qui aussi ont écrit sur les peuples scythes. Mais on peut supposer que leur mode de vie était en fait assez similaire à celui des nomades qu'on trouve encore en Mongolie. D'ailleurs, fun fact, on sait que les Scythes étaient friands de lait de jument fermenté, qui est toujours une boisson très populaire en Mongolie. Hérodote a pas mal écrit sur les Scythes et nous relate d'ailleurs assez choqué que leurs filles n'étaient pas surveillées et étaient libres de se mêler aux hommes au gré de leurs envies. Ce qui, je le répète, pour un grec était pure folie. Mais méfions-nous quand même de ces témoignages grecs qui ont bien souvent diffusé des inepties. Par exemple, Hippocrate nous dit que les Amazones, donc les Scythes, avaient l'habitude d'estropier les petits garçons afin que plus tard, hommes, ils ne deviennent pas des menaces pour les femmes. Bien entendu, c'est faux. En fait, les découvertes archéologiques ont montré que beaucoup de squelettes scythes étaient victimes de pathologies articulaires liées à une pratique trop intense de l'équitation, ou aussi beaucoup de fractures, là encore suite sûrement à des chutes de cheval, et que beaucoup de squelettes étaient porteurs de maladies héréditaires comme par exemple la dysplasie des hanches, ce qui voulait dire que beaucoup de scythes devaient être boiteux, mais pour des raisons totalement naturelles ou accidentelles et non pas parce qu'ils auraient été mutilés enfants. D'ailleurs, en parlant de mutilation, il faut savoir que non, les Amazones ne se coupaient pas le sein. D'ailleurs, on voit que sur les milliers de représentations d'Amazones qu'on a dans la Grèce antique, aucune n'a qu'un seul sein. En fait, ça résulterait d'une mauvaise traduction donc au 8e siècle, parce que le mot Amazone n'était pas grec, il était étranger, et donc du coup le mot Mazone ressemblait au mot qui voulait dire sein chez les Grecs, à donc sang, donc les Grecs ont traduit par sans sein, alors qu'en fait pas du tout. Vers le 2e siècle, une chose très étonnante va se passer puisque les Amazones vont déménager. En effet, de l'Europe, elles vont déménager en Afrique, plus précisément en Nubie, donc dans l'actuel Soudan. Plusieurs textes vont localiser le territoire original des Amazones en Afrique. Mais ça peut s'expliquer parce qu'à partir du 2e siècle, donc dans ce qui était le royaume de Kouch, donc au Soudan, plusieurs Candaces, c'est-à-dire des reines guerrières, vont se succéder et faire une forte impression aux Grecs et aux Romains. Mais celle qui va vraiment marquer fortement les esprits des Romains notamment, c'est la reine Amani Shaketo, puisqu'elle va frontalement s'opposer aux légions romaines d'Auguste. En effet, Auguste avait voulu conquérir le Soudan, sauf qu'elle avait bloqué les légions romaines et ensuite avait mené une expédition militaire en Égypte. Donc là, les affrontements avec les Romains furent assez violents et finalement un traité de paix en faveur de la Nubie fut signé dans lequel Rome promettait de ne plus essayer de pénétrer dans le territoire nubien. Il faut dire que le continent africain se prête assez bien au mythe des Amazones puisque à mesure que le christianisme va progresser, le nombre des femmes guerrières en Europe va décroître. Par contre, il va se maintenir en Afrique. Alors pas dans tous les royaumes africains, c'est sûr, mais dans un certain nombre d'entre eux, on va voir surgir de puissantes reines guerrières qui n'avaient pas peur d'avoir des armées mixtes. C'est le cas par exemple au Nigeria à partir du Xe siècle où on va voir apparaître plusieurs reines Haoussa, des reines guerrières dont la plus célèbre est Aminatou, une reine du XVIe siècle qui était considérée comme une des plus grandes conquérantes de son temps. Mais les guerrières africaines les plus célèbres, c'est sans conteste les Minos, aussi appelées par les Européens Amazones du Dahomey. Donc le Dahomey c'était un territoire qui grosso modo correspondait à l'actuel Bénin et les Amazones donc c'était des bataillons d'élite 100% féminins, donc c'était souvent des filles d'esclaves qui étaient entraînées dès leur plus jeune âge à se battre et qui entre le 17e et le 19e étaient chargées de protéger le roi. Donc comme on peut le voir, les femmes scythes ont joui d'un certain aura à leur époque et c'est même assez drôle de voir qu'il semblerait qu'elles aient inspiré Platon
donc quand il a rédigé sa République, puisque dans la République, Platon nous dit que les petites filles et les garçons doivent avoir la même éducation, donc une éducation intellectuelle et aussi sportive, ce qui choque beaucoup ses contemporains, parce que les petites filles à l'époque, elles n'étaient pas supposées apprendre à monter à cheval ou à se battre, et donc Platon se justifie en disant qu'il sait que c'est possible, parce que il sait que ça se fait dans des peuples barbares et étrangers, donc on peut penser qu'il a les Scythes en tête. Et les Amazones donc, vont être un petit peu oubliées au Moyen-Âge, mais vont forcément, comme tout ce qui est antique, redevenir hype à la Renaissance. Mais c'est vraiment cette vision de l'Amazone fantasmée, exotique, mais qui finit par entrer dans le rang. On le voit dans les pièces de théâtre ou dans les livres. Par exemple, dans Songe d'une nuit d'été, on voit que Hippolyte, la reine des Amazones, en fait, a un rôle totalement effacé, un rôle de fiancée trophée pour Thésée. Et l'Amazone est aussi très vite assimilée à cette femme exotique, cette femme de l'étranger, sensuelle. Par exemple, fun fact, si le fleuve Amazone en Amérique du Sud s'appelle comme ça, c'est parce que soi-disant, selon la légende, en 1541, le conquistador Francesco Doria a subi une attaque de la part d'une tribu de femmes indigènes, et donc du coup il nomma le fleuve Amazone, donc du coup en référence à cette bataille. Mais c'est vraiment à la fin du XXe siècle que la figure de l'Amazone va vraiment redevenir à la mode. On voit une recrudescence du nombre d'héroïnes qui reprennent les codes et les caractéristiques des Amazones. Pour moi, par exemple, c'est Lara Croft. Qui est une aventurière, qui au lieu de chevaucher un cheval chevauche une moto. Ce sont les sœurs dans Charmed, qui viennent d'une communauté quand même matriarcale et matrilinéaire. C'est également, surtout, Katniss Everdeen, qui pour moi est vraiment l'Amazone des années 2010. C'est une archère, une chasseresse. Donc avant de finir cette vidéo, quelques mots sur le livre sur lequel je me suis basée principalement, parce que le but c'est aussi de vous faire découvrir des nouveaux auteurs, des nouveaux livres. Et là on va parler donc du livre Amazone, donc d'Adrienne Mayor. Alors ce livre a été un petit peu une douche froide, dans le sens où au début j'étais assez enthousiaste, parce qu'il est vraiment très précis, il rentre vraiment profondément en détail dans ce sujet. C'est pas du tout un problème. Et je le conseille pour ceux qui sont vraiment passionnés par l'histoire militaire ou alors par justement l'histoire de l'Asie centrale, parce qu'on apprend beaucoup sur les peuples scythiques et leurs voisins. Alors par contre, ce qui m'a un petit peu refroidi, c'est qu'à un moment dans le livre, Adrienne Mayor nous parle de la découverte de 2 tombes de guerrières scythes en Angleterre. Elle nous donne la date à laquelle les tombes étaient trouvées, le lieu, qui était la directrice des fouilles, et donc beaucoup d'informations. Et elle explique ça par le fait que Marc Aurèle aurait fait venir des guerriers sarmates en Grande-Bretagne pour combattre, et donc ça voudrait dire que des femmes ont réussi à rejoindre l'armée impériale, ce qui serait une bombe archéologique. Et moi j'étais vachement enthousiaste, et j'ai fait des recherches. Et j'ai rien trouvé. Si vous trouvez des choses, dites-le en commentaire. Moi déjà ça m'intéresse. Et ensuite, avant de jeter la pierre à Adrienne Mayor, c'est peut-être juste moi qui me suis plantée dans mes recherches. Donc voilà, je vous fais confiance pour peut-être mener des recherches et m'éclairer sur ce sujet, parce que si c'est avéré qu'Adrienne Mayor a dit des bullshit, ça me donnerait pas envie de recommander ce bouquin. Mais bon, voilà, je vous fais confiance, et j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!